Salut amis bidouilleurs et bidouilleuses. Aujourd'hui, la modélisation 3D. La modélisation 3D consiste à créer en 3 dimensions ce qu'on va appeler un modèle. Ce dernier, contrairement à un modèle 2D, est en 3 dimensions. Tout se passe en informatique, le modèle 3D est donc purement numérique. C'est une information, un fichier, des lignes de code. Oui, j'enfonce des portes ouvertes, mais je le fais pour que vous compreniez bien une chose. Abandonnez l'idée qu'on se fait de la 3D dans la vie réelle. Dans la vraie vie, tout est en 3D, il n'existe rien en 2D. Et si on veut trouver de nouvelles dimensions, il va falloir aller tâter de la physique quantique, et là... C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce... Ceci est un domaine de la connaissance qui est réservé à d'autres vidéastes vulgarisateurs. Vous sortez de votre domaine attribué. Moi qui croyais que la police de YouTube était une légende. Vu que dans la vraie vie, tout est en 3D, le seul moyen de créer quelque chose est de modifier un volume, soit en ajoutant de la matière, soit en retirant de la matière. Dans l'univers informatique, la matière n'existe pas, ce qui veut dire que je peux créer un volume ex nihilo. Je peux aussi créer une forme en 2D que je peux agrandir ou réduire à l'infini. Tout ce qui est imaginable est donc possible. Le problème, c'est de le réaliser. Pendant des années, et c'est pas fini, ça continue d'évoluer, on a créé des paradigmes. Ce sont des sortes de logiques, des manières de penser, et celles-ci tirent profit de l'informatique. Le problème, c'est qu'il existe de nombreux paradigmes pour créer des volumes, et on ne peut pas vraiment les choisir, les sélectionner entre eux ou choisir le meilleur, parce que tout dépend du domaine d'application. Vous commencez à comprendre le principe de ma chaîne, je ne vais pas vous faire une série de tutos pour apprendre à modéliser. Je vais décrire quelques paradigmes de modélisation, un survol qui permettra d'en comprendre la logique. Ensuite, libre à vous de faire le bon choix, chose qu'on verra à la fin. Et pour plus de compréhension, j'ai fait le choix de rendre ces logiques archétypales, c'est-à-dire que je les sépare bien les unes des autres. Mais dites-vous que c'est rarement le cas, les bons logiciels intègrent plusieurs paradigmes, voire les mixent entre eux quand c'est possible. Blender par exemple permet de faire du polygonal, mais aussi du procédural et on peut utiliser les NURBS. Le tout se mélange dans certaines limites, et ça sera surtout à vous de les explorer, sinon on va y passer 4 jours. C'est bon, vous êtes prêts? Alors c'est parti pour le polygonal. Au commencement, il y avait le référentiel, mère de toutes les bases de l'univers et de tout le reste. Il est défini par 3 axes, X, Y et Z. 3 dimensions, 3 axes. Puis advint le point, élément premier et préalable à toute création. Le point n'a pas d'épaisseur, aucune dimension, et pourtant il est placé dans l'espace, flottant dans les abysses du référentiel, invariant, imperturbable. Ok, bon si on part comme ça, il y en a pour des heures, donc faisons simple. Un point a donc 3 coordonnées, x, y et z. Dans le jargon, on appelle ça un vertex. Si on ajoute un second point, on obtient une droite, que l'on appellera aussi edge. Un troisième point donne une face, qu'on appellera aussi... face. Une face n'a pas d'épaisseur. Par contre, elle peut être placée n'importe où dans l'environnement 3D. En polygonal, un objet est constitué d'une ou plusieurs faces, et ces faces sont forcément une succession de droites. Il ne peut pas y avoir de courbe. C'est un point important. Un polygone est en effet une forme géométrique à au moins 3 sommets reliés par des droites. Si on a 3 points, on aura une face plane. À partir de 4 points, on peut créer une face non plane. Mais on remarquera que c'est toujours une succession de droites. On a donc des angles entre chaque point. Pour créer un cercle, on utilisera une succession de droites. Plus on ajoute de points, plus le cercle sera visuellement parfait. Mais dès qu'on zoome dessus, on verra les droites. En polygonal, une courbe ou un cercle n'est jamais géométriquement parlant une courbe ou un cercle. C'est une suite de polygones qui ont plus ou moins de côtés. On comprend pourquoi cette logique existe, car c'est la plus simple, et c'est aussi la plus simple à calculer en informatique. On a une multitude de points qu'on appelle aussi nuages de points. On relie tout ça et ça nous donne ce qu'on appelle un maillage ou une trame, à partir de laquelle on obtient l'objet 3D. Le format de fichier STL, qui est le plus courant dans l'impression 3D, est un format polygonal. Il demande peu de ressources pour être affiché et reste très léger. Le problème, c'est que du coup, l'objet a une résolution. Dès qu'un objet sera courbe, on est confronté à cet effet anguleux qui peut nuire à la précision d'une impression 3D par exemple. Pour augmenter la précision, on augmente alors le nombre de points, ce qui rend le fichier plus volumineux et plus long à afficher. Tout dépend alors de l'usage qu'on veut en avoir. Bref, en polygonal, il existe moult manières pour créer des faces qui vont créer un objet, et on va voir les plus basiques.
La première sera de partir de primitives, ce sont des formes de base générées par le logiciel, elles sont assez peu nombreuses. On a le cube, le cylindre, la sphère, le tore, le plan, le cercle et le cône. Bon, bien sûr, empiler les primitives ne nous mènera pas bien loin, sauf si on joue à Minecraft. L'objectif est plutôt de partir d'une primitive pour ensuite la modifier, afin d'obtenir la forme finale. Et la technique utilisée sera la subdivision de surface. Partons d'un plan. J'ai une face, on va pas aller bien loin avec ça. Mais si je décide de subdiviser la face de cette manière, je crée 4 autres faces. On va ensuite utiliser la fonction de base, la fonction qui permet de créer du volume, la fonction qui permet de passer du monde de la 2D au monde de la 3D. L'extrusion. Je choisis une face à extruder et hop, je tire. Me voici avec un volume modifié. L'extrusion est donc la fonction de base qui crée du volume. Elle peut prendre plusieurs formes selon le logiciel. En règle générale, on va pouvoir tirer un volume, l'extruder de manière circulaire ou le long d'une ligne. Mais il existe tout un tas de variantes, je ne m'attarde pas dessus. On peut aussi tirer un ensemble de faces, de points ou de droites pour affiner le volume ou carrément fusionner deux volumes entre eux. La subdivision de surface permet en définitive de modifier directement le maillage d'un objet. Cette technique se retrouve dans le logiciel libre Blender, mais c'est aussi la technique de base de SketchUp. Une autre manière de modéliser sera de sculpter la matière. La technique consiste de partir d'une primitive et de rajouter ou d'enlever de la matière via des brushes, des brosses de différentes formes. C'est en général une technique utilisée pour créer des formes plus organiques, comme un arbre, un personnage ou des animaux. Mais le résultat sera toujours des faces, n'oubliez pas qu'on est en polygonal. Les brushes augmentent ou tirent les faces selon une forme prédéfinie. On peut même créer ses propres formes. Même en sculptant comme en vrai la matière, on va utiliser les possibilités de l'informatique pour nous simplifier la vie. Une des techniques les plus utilisées, c'est la symétrie. Par rapport à un plan défini en avance, tout ce qu'on fera d'un côté sera reproduit à l'identique de l'autre. Très pratique pour créer des animaux ou des êtres humains par exemple, qui sont des formes symétriques. On pourra aussi déplacer toute une partie d'un modèle sans affecter, revenir en arrière ou déformer uniformément une zone selon un maillage défini. Bref, tu montres ça à un sculpteur, il est dégoûté. Pas vrai, Michel-Ange? Je suis tristesse. La logique informatique pousse la modélisation encore plus loin, avec des algorithmes qui peuvent faire des choses très intéressantes. N'importe quel logiciel de modélisation peut faire des opérations booléennes. Il s'agit d'opérations de soustraction ou d'addition de matière. L'addition des deux volumes qui se croisent donnera un seul volume. La soustraction créera un trou de la forme du premier volume dans le second, et l'intersection ne gardera que l'intersection des deux volumes. Mais c'est pareil que le Pathfinder dans Illustrator. Oui, exactement. Vous avez trouvé la bonne réponse. Qu'on donne un dictionnaire Larousse à cet homme. On retrouve ces opérations de partout. C'est normal, c'est la base. Mais c'est pas fini, parce qu'on peut aller encore plus loin. Il existe moult algorithmes bien plus complexes pour modifier un volume préexistant. Certains créent des congés ou des chanfreins sur des arêtes d'un volume automatiquement. D'autres subdivisent les faces pour adoucir le volume, ou encore certains vont cloner les faces, ce qui donnera un volume avec de l'épaisseur. Pratique pour créer des murs par exemple. Dans Blender, on appelle ces algorithmes les modificateurs. Ils ont un énorme avantage, c'est qu'on peut à tout moment revenir sur les réglages, voire les supprimer sans affecter le volume de base. Donc c'est cool. Et dans certains logiciels, on peut modéliser uniquement avec ça. Par exemple, on part d'une primitive, on y ajoute deux déformations basiques, des chanfreins, et on adoucit la forme avec la subdivision de surface. Bon, je débute avec ce logiciel, donc ça ressemble à rien, mais vous voyez l'idée. Cet aspect de la modélisation n'est d'ailleurs pas du polygonal, mais plus du paramétrique. On applique des fonctions, et en changeant les paramètres de ces fonctions, on modifie le résultat final. Cependant, ce paramétrique-là est différent du paramétrique que nous allons voir plus tard. Mais finalement, c'est pas les techniques de modélisation en elles-mêmes qui vont poser des problèmes aux débutants. Enfin si, un peu quand même, mais bon, on s'en sort. Non, le plus dur à mon sens, c'est de savoir jouer avec les vues, les modes de sélection et le moteur d'inférence. Prenons les choses dans l'ordre. Il est possible de désactiver les perspectives dans l'environnement 3D pour mieux positionner les objets par exemple. Regardez cette scène, la tête est posée sur le cube, sauf que dès que je tourne la caméra, il n'en est rien. Savoir modéliser suppose de savoir jouer avec les vues et se mouvoir dans l'espace 3D. On va d'ailleurs multiplier les vues dans certains cas pour avoir à la fois une vue sur l'objet et une vue d'ensemble. Les outils de sélection sont aussi un bon gros morceau bien relou à maîtriser. Blender permet de sélectionner des points, des droites ou des faces, mais il va plus loin que ça. On peut sélectionner un objet, un ensemble de faces, ou encore des droites sur un même plan, etc. C'est une habitude à avoir, maîtriser les outils de sélection vous permettra de gagner énormément de temps. Enfin, il y a le moteur d'inférence, c'est très important car la qualité d'un logiciel de modélisation 3D s'évalue en partie par la puissance de son moteur d'inférence.
Comme l'indique Wikipédia, un moteur d'inférence est un logiciel correspondant à un algorithme de simulation des raisonnements déductifs. Utilisé en intelligence artificielle ou dans tout un tas d'autres domaines, il sert en modélisation 3D à positionner des éléments dans l'espace. Tout le problème étant que nous modélisons sur un écran, donc en 2D, ce qui rend impossible le positionnement précis dans un espace 3D. Le moteur d'inférence fournit donc des guides pour placer les éléments. Si par exemple je veux dupliquer cette forme sur une ligne, un placement libre tournerait au calvaire. On a donc des moyens de contraindre selon un axe ou selon un plan les déplacements. Mais je peux aller plus loin. Si je veux placer des points sur une surface, il est possible de coller ma sélection sur un volume pour éviter de placer les points dans le vide. Et ça, ce n'est qu'un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire avec le moteur d'inférence. Si vous débutez, c'est une partie en général difficile. Travailler en 3D vous demandera sans arrêt de vous positionner dans l'espace, d'utiliser les modes de sélection ou d'utiliser le moteur d'inférence. Pour vous simplifier la vie, il y a une règle d'or à connaître. Une main sur le clavier, une main sur la souris. Il faut que les raccourcis clavier vous rentrent dans les doigts, il faut que ça devienne une habitude. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Je vous ai dit en début d'émission que le polygonal était une succession de faces. Ce qui veut dire qu'on peut faire un volume sans épaisseur. Du coup, c'est pas un volume, vu que sans épaisseur, pas de volume. C'est un truc, un machin. Un modèle en fait. Et là, on commence à comprendre la logique de la modélisation pour le rendu 3D ou le jeu vidéo par exemple. Dans ce domaine, les objets ne sortiront pas de l'ordinateur, on crée du contenu virtuel, on peut donc feindre la réalité. Les objets peuvent être sans épaisseur, avec des trous, se croiser entre eux, on s'en fout. En revanche, quand on veut imprimer un objet en 3D... On va se confronter à une problématique. Comment imprimer un objet sans épaisseur? C'est impossible. L'imprimante 3D essaiera quand même de créer le volume, et vous vous retrouverez avec un objet séparé en deux ou carrément pas fini. C'est pourquoi on ne peut pas prendre n'importe quel modèle 3D sur internet et l'imprimer. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les techniques utilisées pour simuler le réel, je ne peux que vous conseiller les épisodes de Post-Process. Allez-y, c'est super génial. Mais après cette émission, parce que j'ai encore des trucs à dire. La 3D est un vaste domaine, on n'a pas parlé de l'animation, du rendu ou encore du compositing, qui sont des domaines qui ne nous intéressent pas, vu qu'on est des makers et que les makers fabriquent les choses. Donc on n'en a pas besoin. Le logiciel phare en modélisation polygonale est Blender, parce qu'il est libre et efficace. Mais je sais ce qui vous fait peur dans Blender. Moi aussi, je connais la légende. Et c'est pas qu'une légende. Oh non, c'est pas qu'une légende. Ceci est la liste des raccourcis Blender. Pas mal, hein? Et oui, pour un débutant, Blender n'est pas facile à apprendre, ça serait mentir de vous dire le contraire. Mais n'importe quel logiciel de modélisation de cette trempe n'est pas facile à apprendre. C'est un logiciel qui vous suivra toute votre vie. Et l'avantage des formats libres, c'est que dans 10 ans, vous pourrez toujours ouvrir vos fichiers. Mais on n'a pas répondu à la question. Blender est-il le logiciel qu'il nous faut en tant que maker pour modéliser des objets? Vous le saurez dans le prochain épisode. Oh mon dieu! Un cliffhanger! Salut, merci d'être resté jusqu'à la fin. Petite annonce pour vous dire déjà que le prochain épisode sortira dans une semaine et demie, 2 semaines max, à moins d'un gros problème, et dans ce cas, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, mais si c'est pour un truc aussi important, je mettrai aussi une annonce sur Facebook, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Allez, salut!